Hola amigos et amigas, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part pour le pays où le soleil se lève. On va parler Japon et on va surtout parler faits divers sordides. Nous allons vous raconter l'histoire de Sada Abe, geisha, prostituée et meurtrière. Cette histoire a fasciné et traumatisé le Japon de la fin des années 30 et reste encore aujourd'hui l'une des affaires criminelles les plus célèbres de l'histoire du pays. On n'oublie pas de s'abonner et de liker la vidéo, et on est parti. La famille Abe aura 8 enfants, dont seulement 4 atteindront l'âge adulte. Sada est la 7e de la liste, et elle est née en 1905. Rien de spécial à dire sur la famille Abe, si ce n'est tout de même l'histoire de Teruko, l'une des filles. Teruko, dans son adolescence, a eu plusieurs amants. Et dans ces cas-là, dans le Japon de l'époque, les réactions des parents étaient un tantinet sévères. Pour punir leur fille de sa promiscuité sexuelle, le fait d'enchaîner les partenaires, ses parents l'ont vendue à un bordel. Voilà. Apparemment, c'était une pratique courante et le père, Shigeyoshi, a rapidement racheté sa fille. Dans son enfance, Sada est la petite chouchoute, surtout auprès de sa mère. Celle-ci lui permet de prendre des cours de chant et de shamisen, deux activités plutôt associées aux geisha, qui étaient des sortes d'escortes de luxe. Durant l'adolescence, notre future tueuse passe beaucoup de temps en dehors de chez elle. Elle rencontre un groupe d'étudiants avec qui elle fait régulièrement la fête. Alors qu'elle a 14 ans, elle vit le premier drame de sa vie lorsqu'elle est violée par un étudiant universitaire. Ses parents la soutiennent face à cette épreuve, mais Sada se referme sur elle-même et devient une adolescente difficile. Avec notre regard actuel, on peut facilement comprendre qu'un traumatisme comme celui-là laisse des traces, et qu'il soit compliqué pour une ado de l'affronter sans péter un câble. Mais c'était une autre époque, et les parents, démunis face au comportement incontrôlable de leur fille, décident de la vendre à une maison de geisha de Yokohama en 1922. Ils espèrent sincèrement qu'elle pourra ainsi trouver une place dans la société. Sa sœur Toku affirmera que Sada voulait devenir geisha et que l'expérience s'avéra décevante. Pour grimper les échelons dans ce milieu et devenir une geisha de haut rang, il faut une formation solide, souvent apprise dès l'enfance, ce qu'elle n'a pas eu. Sada ne progresse jamais vraiment dans la hiérarchie et se contente du rang inférieur. J'ai comparé les geishas à des escortes, parce que le cœur de leur activité était de tenir compagnie aux hommes. Le haut du panier, le gratin de la profession, devait être formé à tous les arts et être cultivé. C'étaient des dames de compagnie et le sexe n'était pas obligatoire. Mais pour ce qui concerne les geishas de bas rang, leur principale tâche était d'avoir des relations sexuelles avec les clients. Sada suit ce rythme pendant 5 ans et finit par attraper la syphilis. Elle devra donc subir des examens physiques réguliers, comme les prostituées. C'est ce qui va la décider à quitter le monde des geishas pour celui de la prostitution, bien plus lucratif pour elle. Sada commence à travailler comme prostituée dans le célèbre quartier des Maisons Closes de Tobita à Osaka. Mais même dans cet environnement, son comportement lui cause des problèmes, et elle obtient rapidement une réputation de fouteuse de merde. Elle vole notamment de l'argent aux clients et tente de s'enfuir de l'établissement à plusieurs reprises. Après 2 ans d'activité, elle réussit à échapper à ce système de prostitution légale pour devenir serveuse. Le salaire étant trop bas, elle revient dans le monde de la prostitution. Sauf que cette fois, elle n'a plus de licence professionnelle, pourtant obligatoire pour exercer ce métier de manière légale. En 1932, elle travaille dans les bordels illégaux d'Osaka. Lorsque la mère de Sada meurt en 1933, elle revient à Tokyo pour rester auprès de son père, qui meurt à son tour 1 an plus tard. Sada en profite pour entrer sur le marché de la prostitution de la capitale. En 1934, une descente de police a lieu dans le bordel illégal où elle travaille. Sada, comme les autres, se fait arrêter, mais sera libérée suite à l'intervention de Kinosuke Kazahara, un ami du propriétaire du bordel. Kazahara est attiré par la demoiselle, et en fait sa maîtresse. Il l'installe dans une maison et lui donne un revenu régulier.
Deux problèmes apparaissent alors à Kasahara. Le premier, c'est que la jeune femme est insatiable. Sada a besoin de minimum 4 rapports sexuels par nuit, et notre sauveur est bien vite épuisé. Mais le principal souci, c'est que Sada souhaite que Kasahara quitte sa femme et l'épouse, ce que Kasahara refuse. Sada demande alors à pouvoir prendre un autre amant, mais là encore, c'est un refus. Elle décide donc de s'enfuir à nouveau et de partir pour Nagoya. Une fois là-bas, elle ne souhaite pas reprendre la prostitution et travaille comme femme de chambre dans un restaurant. Elle commencera alors une relation amoureuse avec un client du nom de Goro Omiya, qui était professeur et banquier. Oui, c'est possible d'être les deux. Le restaurant n'autorisant pas ses employés à avoir des relations avec les clients, Sada s'enfuit pour retourner à Tokyo. Omiya la retrouve et constatant que la demoiselle a attrapé la syphilis, il lui paye un séjour dans une station thermale de Kusatsu. En janvier 1936, Omiya lui suggère d'ouvrir son propre restaurant, et pour ça de commencer en tant qu'apprentie. Elle est ensuite engagée au restaurant Yoshidaya, où elle va faire la rencontre qui va changer sa vie. Kishizo Ishida, 42 ans, est le propriétaire de l'établissement en question. Il est connu pour être un coureur de jupons, et en réalité, c'est sa femme qui gère l'établissement au quotidien. Omiya n'a jamais satisfait sexuellement Sada. C'est pourquoi, lorsqu'Ishida lui fait des avances, elle accepte. Le 23 avril 1936, les deux amants se retrouvent dans l'équivalent d'un love hotel contemporain. Il était prévu qu'ils y passent une nuit seulement, et ils vont y rester 4 jours de suite. Ils changent ensuite 2 fois d'hôtel, et en tout, c'est 2 semaines que les tourtereaux vont passer ensemble. Ce qui ne devait être qu'une passade, une aventure, va profondément bouleverser Sada. La jeune femme, pour la première fois de sa vie bien agitée, a connu l'amour, le vrai. Elle ne supporte pas qu'Ishida soit de retour aux côtés de sa femme. Elle devient agitée, nerveuse et se met à boire. Le 9 mai, elle assiste à une pièce de théâtre où une geisha tue son amant avec un couteau. Cela lui donne des idées et elle décide de confronter Ishida. Le 11 mai, elle prend un couteau de cuisine et menace son patron amant. Ishida est surpris et excité. Le couple va séjourner plusieurs jours dans un love hotel. 2 soirs après leur arrivée, Ishida demande à Sada de l'étrangler pendant l'acte, parce que cela augmente son plaisir. C'est ce qu'on appelle l'asphyxie érotique. Le 16 mai, elle utilise sa ceinture de kimono pour couper la respiration d'Ishida en plein orgasme. Vu qu'ils ont kiffé, ils réitèrent l'opération. Le 18 mai 1936, vers 2h du matin, Sada profite du sommeil d'Ishida pour l'étrangler. Et cette fois, elle va jusqu'au bout et le tue. Elle reste couchée à ses côtés pendant quelques heures avant de lui couper le pénis et les testicules. Elle enveloppe le tout dans du papier journal et écrit sur la cuisse gauche d'Ishida « Nous, Sada et Ishida, maintenant unis », avec le sang de sa victime, bien sûr. Notre désormais tueuse quitte l'hôtel vers 8h du matin en demandant au personnel de ne pas déranger Ishida. Après la découverte du corps, une recherche est lancée pour retrouver Sada Abe qui a disparu. Les journaux vont s'emparer de l'histoire et les Japonais vont se passionner pour cette affaire. Les circonstances de la mort d'Ishida font le tour du pays. La frénésie populaire qui va suivre, et qui durera le temps de la recherche de la meurtrière, sera appelée la panique Sada Abe. La police va bien galérer. De faux témoignages proviennent de partout, et les enquêteurs font des allers-retours dans tout le Japon pour rien. Le 19 mai 1936, le lendemain du meurtre, Sada se rend au cinéma en toute détente. Elle séjourne ensuite dans une auberge où elle enchaîne les bières et où elle se fait masser. Elle passe la journée à écrire des lettres d'adieu à Omiya et à Ishida, qui ne pourra jamais la recevoir vu qu'elle l'a tuée. Sada prévoit de se suicider, mais avant ça, elle décide d'avoir une relation sexuelle avec le pénis de son ancien amant. C'est officiellement de la nécrophilie. Le 20 mai à 16h, des policiers méfiants quant au pseudonyme qu'elle avait utilisé débarquent dans sa chambre. Sada reconnaît être la meurtrière, mais les policiers ne la croient pas. Elle leur montre alors le pénis d'Ishida. C'est tout de suite beaucoup plus crédible.
Lors de son interrogatoire, quand on lui demande pourquoi elle a coupé le pénis de son amant, Sada répondit qu'elle ne pouvait pas prendre son corps ou sa tête. Elle a donc choisi la partie avec laquelle elle avait le plus de souvenirs. Elle avouera avoir tué Ishida pour le garder pour elle seule, pour qu'aucune autre femme ne puisse le toucher. Elle dira que c'était un acte d'amour, et probablement que dans sa folie, c'en était un. C'est cette réponse notamment qui fera naître le mythe Sada Abe, celui du meurtre par amour. On peut aussi rajouter que ce crime eut lieu en même temps que de gros troubles militaires avec la Chine, et qu'une guerre imminente pouvait avoir lieu. Cette affaire sexuelle et sensationnelle servit d'exutoire à toute la nation. Le procès démarre le 25 novembre 1936, et le juge présidant le procès va déclarer avoir été sexuellement excité par certains détails de l'affaire, tout en assurant qu'il ferait son travail avec le plus grand sérieux. Imaginez un juge dire ça aujourd'hui sur l'affaire Pellico par exemple. Sada, dans sa défense, dira simplement regretter qu'on la considère comme une perverse sexuelle. À mon avis, le fait de s'être pénétré avec le pénis découpé de son amant qu'elle venait de tuer, ça a dû jouer dans cette réputation. Sada souhaitait pour elle-même la peine de mort, mais elle ne sera condamnée qu'à 6 ans de prison, probablement pour meurtre passionnel, j'imagine. Elle n'en fera que 5 et sera libérée le 19 mai 1941. Le compte-rendu des interrogatoires et des aveux de Sada Abe deviennent un best-seller national. Une petite question. Quand vous êtes l'une des tueuses les plus célèbres du pays, comment peut-on revenir à une vie normale? C'est compliqué. Après sa sortie, Sada choisit de capitaliser sur sa notoriété, et elle enchaîne les interviews dans des magazines populaires. Elle montera sur scène également pendant quelques années, en jouant dans une troupe de théâtre. À partir de 1952, elle travaille dans un bar dans le centre-ville de Tokyo et décide de mener une vie discrète. L'association des restaurants du quartier lui décernera même le prix d'employé modèle. Des petits plaisantins corps malins de venir l'embêter. Ils mettaient leurs mains sur leur entrejambe et criaient « Cachez les couteaux !» ou encore « J'ai peur d'aller faire pipi !» Dans ces cas-là, Sada tapait sur la table et leur jetait un regard noir. Cette femme ayant déjà tué un homme et coupé son pénis, ses coups de pression étaient efficaces. On ne connaît pas la date de sa mort, mais on sait que c'est après 1971, la dernière trace que l'on a d'elle. Triste anecdote pour finir. Un certain Mutsuo Toi s'intéressera beaucoup au cas de Sada Abe, et il écrira même un livre sur le sujet. 2 ans seulement après l'affaire, il tuera 29 personnes de son village, commettant alors le plus grand massacre de masse effectué par une seule personne. Sexe, romance, prostitution, meurtre, coupage de pénis. On vous a tout mis, le package complet. C'est toujours intéressant de voir les affaires criminelles qui ont marqué les autres pays. Chez nous, on a eu les affaires Vacher, Landru, le meurtre du petit Grégory ou dernièrement l'affaire Gisèle Pellico. Si vous voulez qu'on vous parle d'autres faits divers du même genre, dites-le nous en commentaire. On en a déjà publié quelques-uns et on compte en refaire d'autres. Personnellement, j'ai entendu parler de cette affaire en lisant la série en 4 tomes Autant de Botchan du duo Jiro Taniguchi et Natsuo Sekikawa. Donc donnez-nous des idées, ça nous fait plaisir de découvrir de nouvelles histoires. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine.